retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois de ma pile à lire pour le Romantasy Challenge organisé par Nina Quill, dont vous retrouverez la vidéo information avec ses recommandations, sa pile à lire en barre d'infos. Les challenges a lieu du 15 février au 15 avril sur 2 mois et il y a 10 catégories à thématique. Je pense que vous avez compris, Romantasy Challenge, c'est 2 mots, c'est romance et fantasy. De la romance dans des livres de fantasy, de fantastique. Je ne crois pas que la SF compte, mais tout ce qui est fantasy, fantastique, Nina voit large. De toute façon, elle le dit dans sa vidéo, c'est large la thématique. Pour cette vidéo, actuellement, j'ai que 3 livres, comme vous avez pu le voir dans la miniature. Pourtant, j'ai les 10 catégories. C'est simplement qu'il y en a 1 ou 2 que je vais prendre en e-book. Et les autres, c'est des achats que je dois faire. Ils ne sont pas encore sortis. Ou alors, ils sont sortis, mais je ne les ai pas encore achetés parce que on ne peut pas tout acheter. Financièrement, il faut faire des choix. Donc, ça viendra courant mars et avril pour ce challenge, justement. On commence tout de suite avec la première catégorie qui est Enemies to Lovers. Même si vous ne parlez pas anglais, je pense que vous avez compris. D'un ennemi à un amoureux. Et là, j'ai choisi le tome 2 des Accords corrompus de Kelly Sinclair. Là, c'est l'intégrale des tomes 1 et 2. Mais j'ai déjà lu le tome 1, je suis sur le tome 2, je sais clairement qu'on est sur de la romance. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de politique. On est dans un univers de fantasy complètement inventé. Et on suit 2 royaumes. Glacium, qui est le royaume de glace, l'autre royaume qui est Ozolis, le royaume de chaleur. Ces 2 royaumes sont en quelque sorte en paix depuis quelque temps, mais c'est une paix précaire. Et ils ont envoyé des émissaires dans le royaume d'Ozolis. Dans quelque temps, ce sera le royaume d'Ozolis d'envoyer des émissaires à Glacium. Et il se pourrait que notre petite Olina ait sympathisé avec le prince de Glacium. À un moment donné du récit, dans le tome 1, elle va être à quelque peu forcée, mais c'est pas vraiment forcé parce qu'elle le veut quand même, d'aller dans le royaume de Glacium pour résoudre un mystère, résoudre un souci. Je ne peux pas trop vous en dire. Et on sent clairement qu'il y aura de la romance encore dans les tomes 2, dans les tomes 3, dans les tomes 4. Je ne pense pas me tromper en mettant ça en Enemies to Lovers, puisque les 2 royaumes étaient en guerre il n'y a encore pas très longtemps, que la paix est précaire et qu'on sent clairement la romance. Voilà, je pense que c'est assez clair. C'est une saga qu'a lu Kimi Collection en entier. Là, elle est en train de lire les nouvelles. Je sais qu'il y a aussi Fanny de Madame la Fraise qui les a lues et toutes les 2 elles adorent. Et moi j'ai bien aimé le premier tome, en tout cas j'ai très hâte de continuer. Il y a pas mal d'engouement autour de cette saga, donc je pense que c'est que positif. Le deuxième, c'est Créatures surnaturelles. Et alors là, je ne possède pas le livre, ça fait partie d'un de mes achats pour le mois de mars. C'est en auto-édité avec Amazon. C'est de Charlie Faro et c'est Honora, le tome 3. Comme c'est un tome 3, je ne peux pas vraiment trop vous parler forcément. Je peux vous dire que dedans, vous avez vraiment plein de créatures surnaturelles. Vous avez, dès le premier tome, vous avez des loups-garous, des sorcières. Dans le deuxième tome, elle a introduit les vampires. Voilà, vous avez différentes sortes de créatures, ça rentre totalement dedans. Il y a de la romance. Alors, dans les 2 premiers tomes, dans le premier tome, la romance était assez centrale. Dans le deuxième, un peu moins. C'est une romance compliquée. J'imagine que cette romance va peut-être continuer dans le tome 3, ou différemment. Mais il y a de la romance quand même. Donc, ça compte et ça fait partie des mots-clés sur Booknode. On est en fait dans un univers... Techniquement, on est dans notre monde, mais dans le futur. Et il y a très longtemps de ça, dans ce futur, il y a eu un événement cataclysmique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, il me semble que c'est une météorite qui est tombée sur Terre, qui a changé les choses, qui fait que maintenant, il y a pratiquement, par exemple, plus de voitures. Seuls des très riches qui ont des gros domaines peuvent avoir des voitures. La météorite a aussi apporté le fait que les femmes sont devenues beaucoup moins... facile pour la procréation, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup moins d'enfants facilement et les filles sont encore plus rares que les hommes. Ce qui fait que dans les familles, dans les clans, dans les villages, les filles sont un petit peu vénérées parce qu'elles sont rares et qu'on veut les marier. Et Honora fait partie d'une famille un peu extrémiste, faut quand même le dire. En voulant la protéger depuis l'enfance, ils lui interdisaient de sortir, c'est-à-dire qu'elle vivait dans leur maison, à sa famille, mais elle vivait dans le sous-sol. Elle a une très belle chambre, avec même une télévision, de la musique, ça reste, il y a quand même télé, musique, mais c'est pas comme maintenant, quoi, c'est pour les gens qui ont de l'argent, quelque part.
Donc elle a une très belle chambre, une très belle penderie, elle a une belle salle de bain, elle a une très belle bibliothèque, mais elle ne sort pas de ses pièces. Elle ne mange pas avec ses parents, elle mange dans sa chambre. Elle a juste ses parents qui viennent la visiter et de temps en temps un gentil garçon. Voilà, je ne sais plus pourquoi il a le droit de venir lui, mais c'est les seuls. Et elle a le droit de sortir que 2 fois par jour, 30 minutes, c'est-à-dire 1 heure par jour, sous surveillance d'un de ses parents. Voilà, parce que les filles sont précieuses et qu'on fait comme on peut pour les protéger. Et ses parents ont un petit peu abusé. Et un jour, eh bien, on vient lui annoncer qu'elle va épouser Warren, un chef de clan très haut perché, enfin vraiment un gros snook. Il a décidé d'épouser elle. Et ils sont très contents de ça. Donc voilà, elle va épouser Warren, mais dès qu'elle va le rencontrer, elle va pas l'aimer. Déjà Warren, il est bizarre. Elle va se demander s'il n'a pas une petite case en moins. Parce que Warren a un comportement louche. Il a des manières qui ne lui plaisent pas. Mais tout d'un coup, à l'opposé, quand il la rencontre une autre fois, parce qu'ils se voyaient plusieurs fois avant le mariage, il va être tout doux, tout gentil, enfin, comme si ce n'était pas la même personne, comme s'il avait 2 personnalités. Et c'est là, en fait, que... Je pense pas que ça spoil, parce que de toute façon, c'est dit dans les mots-clés, et c'est mis sur la couverture. En fait, Warren est un loup-garou. Un loup-garou spécial, et j'en parle quand même parce que j'aime bien les loups-garous de Charlie, parce qu'ils sont différents. Il y a 2 types de loups-garous. Il y a le loup-garou classique, comme on retrouve beaucoup en biclite, etc. Mais les loups-garous de Charlie, certains, pas tous, mais Warren en fait partie, ont en fait 2 personnalités. Ils se transforment en loup, oui, bien sûr, mais ils partagent le cerveau les 2. C'est-à-dire qu'il y a Warren, le côté humain, et il y a Lou, le côté loup de Warren. Et chacun a sa personnalité. Warren est un gros con, sérieusement, on va dire le contraire, là où Lou est vraiment gentil, amoureux de Nora, etc. Malheureusement, c'est Warren le dominant. C'est-à-dire que Lou, il est toujours à quelque part dans la tête de Warren, mais il la met en sourdine. C'est-à-dire qu'il y a juste Warren qui l'entend. Il faut que Warren laisse le contrôle à Lou pour que Lou puisse s'exprimer. Et en général, Warren laisse très peu le pouvoir à Lou, seulement quand ils doivent se battre, etc. Voilà, c'est une sorte de loup un peu complexe. Moi, ça me plaît, le fait qu'il y ait vraiment 2 personnalités de loup et d'humain, et qu'elles se mélangent, que ce soit en animal comme en humain, elles sont vraiment imbriquées l'une dans l'autre, mais l'une a le pouvoir sur l'autre. Et il va se placer plein de choses, hein. Le mariage va avoir lieu, Honora va apprendre à vivre, etc., à devenir une femme badass, ça aurait pu rentrer d'ailleurs dans cette catégorie. Et là, c'est le tome 3. Donc, j'ai hâte. Je crois que, oui, pour 2023, le tome 4 est prévu. J'attends toujours un petit peu pour lire ces tomes-là parce qu'ils sont épais. Et en général, Charlie sort un tome par an, même si là, elle a commencé une saga spin-off qui a eu beaucoup de succès sur Amazon là en début d'année, sur les loups-garous, mais qui se passe dans le passé, je crois. Enfin, je n'ai pas encore regardé parce que je sais que c'est un spin-off et j'ai quand même envie de lire le tome 3 parce que je pense que si elle l'a sorti après le tome 3, c'est qu'il y a une raison. Donc, on aura en auto-édité de Charlie Farrow pour le 2e livre. J'ai oublié de préciser que celui-là, c'était chez Bookmark. J'ai oublié de le préciser. En 3e catégorie, nous avons cartes. Là, j'avais le choix avec des centaines de livres, non peut-être pas, mais la moitié de mes livres contiennent des cartes. J'ai finalement choisi les Chroniques des fleurs d'opale, le tome 2.2 de Yelena. Regardez comme il est beau, c'est un toc-toc. Magnifique, c'est en auto-édité. C'est tout Yelena qui a fait, enfin non, c'est pas elle qui a fait l'illustration, hein, mais c'est elle qui a été débauchée, un illustrateur, une personne pour la carte, etc. C'est tout elle qui fait de A à Z, il n'y a pas de maison d'édition, encore une fois, comme quoi l'auto-édité peut aussi être très beau. C'est un tome 2.2, ce qui veut dire qu'il y a 3 tomes avant celui-là, c'est le dernier. Moi je me le suis mis aussi parce que ça me permet d'avancer dans mes sagas. En l'occurrence, ça me permettra de finir celle-là pour pouvoir commencer Persona de Yelena qui sort cette fois avec Hachette au mois de mars justement. Mais je ne pouvais pas rentrer dans ce challenge parce qu'Yelena a bien dit qu'il n'y a pas de romance dans Persona, en tout cas dans le tome 1. Tandis qu'en général, dans les Chroniques des fleurs d'opale, en tout cas dans le 1.1 et 1.2, il y avait de la romance. Là, je suis en train de lire le 2.1, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais quand j'ai regardé les mots-clés pour ce tome-là, il y avait marqué romance. Donc, je fais confiance aux mots-clés sur Booknotes. Si c'est marqué, c'est qu'il doit y en avoir. Là encore, on est dans un univers de fantasy complètement inventé, avec une magnifique carte d'ailleurs, si je la trouve.
La voilà. On est dans un univers de fantasy complètement inventé où on a un royaume avec des humains. Enfin, il y a plusieurs royaumes, mais il y en a un principal avec des humains. Un autre royaume avec les Naltiades. Je ne sais jamais le dire comme il faut. Qui sont un peuple humanoïde de toute façon, qui ont par contre des spécificités. Par exemple, ils ont les yeux violets. Ils ont aussi des marques sur le front, si je me rappelle bien. Je ne sais plus si c'est sur le front ou ailleurs, mais ils ont un tatouage aussi. Ils ont les mêmes divinités en croyance pourtant, mais ils se font la guerre. Voilà, ça dure depuis quelques années. Les Naltiades et les humains sont en guerre. Dans le tome 1.1, on découvre Diftil, qui est une jeune Naltiaïde, au début du récit, qui a un petit frère et qui vit avec leur maman dans un village qui est pas loin de la frontière du royaume des humains. Leur papa est décédé. Et un jour, les humains envahissent leur village pour tuer tout le monde, massacrer tout le monde. Et elle va réussir à s'enfuir avec son petit frère, seulement ils vont être obligés de se séparer parce que quand on est deux, on se fait plus facilement voir. Ils se donnent rendez-vous tous les deux dans la forêt plus loin, quelques heures plus tard. Seulement, Diftil ne va pas retrouver son frère. Je ne me rappelle plus, je crois qu'il est en retard en fait, quelque chose comme ça. Elle va finir par partir, elle va franchir la frontière entre les deux royaumes. Elle va se retrouver chez les humains. Et là, elle va se retrouver dans une église surtout. Et les bonnes sœurs et le prêtre, le pasteur, enfin un des religieux, je ne suis pas très douée dans les religions, donc je ne sais plus le titre qu'il a, ne vont pas la tuer comme il l'aurait fait avec une autre Naltiade, parce qu'en fait, Diftil a sur elle, et je crois que c'est sur son front justement, elle a sur son front, je crois justement que le tatouage de son peuple c'est sur le poignet ou quelque chose comme ça, ou sur la main, et elle a un symbole précis sur son front, qui est celui d'une déesse précise, la déesse la plus haut placée dans le panthéon, si on peut dire ainsi, qui est Dorina. Et du coup, ben, ces bonnes sœurs, ce pasteur, vont la prendre sous leur aile, en cachant bien le motif qu'elle a, en lui mettant une frange, etc., en la cachant des humains qui viennent se marier, aux enterrements, aux messes, etc. Ils la cachent dans l'enceinte de leur église, et elle grandit. Elle grandit, elle se fait en douce un ami humain, Astiran, qui est apprenti forgeron chez son oncle, jusqu'au jour où, ben, tout d'un coup, surgit son petit frère, mais des années plus tard, son petit frère qui est donc lui aussi adulte, qui vient la chercher parce qu'elle est en danger. Parce que si les bonnes sœurs, elles, ont des bonnes intentions, le prêtre, lui, est un allié du méchant roi humain. Et ce que le roi humain compte faire à notre petite Diftil, qui est l'héritière de la déesse Dorina, n'est pas joli. Donc ils vont s'enfuir, ils vont aller chercher Astiran. En fait, à la base, elle veut lui dire au revoir, mais Astiran, comme il est fou amoureux d'elle, et ben, il décide de partir avec. Ils se retrouvent tous les trois à parcourir les différentes villes et les deux royaumes principaux des Naltiades et des humains. En cours de route, ils vont rencontrer un autre personnage féminin qui a aussi un sacré caractère. Et on va donc découvrir petit à petit l'héritage de Dorina que Diftil a, et les autres dieux et déesses, leurs descendants, etc., etc. Moi, j'adore. Alors, la plume est particulière, il faut le dire, parce que des fois, ça ne plaît pas. Je sais que certaines personnes à qui j'ai regardé les vidéos ou sur Instagram n'ont pas trop aimé ce genre de plume, parce qu'on est vraiment sur une plume d'époque. On est sur un récit, voilà, des fois, on reproche aux récits fantastiques, fantasy, quand ils sont d'époque, d'avoir un langage trop moderne dans la façon de parler des personnages. Et là, on est clairement logique vis-à-vis de l'époque. On est vraiment avec un langage d'époque, avec des mots des fois que même moi je ne connaissais pas. Mais c'est bien, ça permet d'apprendre des nouvelles choses. Donc, les Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena en auto-édité, le 2.2. Pour carte, en 4e, j'ai mis, c'est graphique. C'est toujours une galère pour moi. Je ne lis pas de manga. Donc déjà, on enlève tout ça. Je lis quelques BD, mais c'est généralement du jeunesse, tel que le Grimoire d'Elphie, les Carrés de Cerises. Il n'y a pas de romance. Nina, c'est dur cette catégorie quand on n'aime pas les mangas. Mais j'ai trouvé, et je me suis mis, il faudra que je l'achète en l'occasion, L'Or Olympus, le tome 2 de Rachel Smythe. Tout simplement, c'est adapté d'un webtoon, je crois que tout le monde connaît, ça fait le tour de la planète en ce moment. Réécriture d'Hadès et Perséphone sous forme de sorte de BD manga. Enfin, voilà, à la base c'est un webtoon, mais maintenant il est adapté
en BD. En tout cas, oui, chez Hugo, il est sous BD. Voilà, c'est du Hugo BD précisément. Voilà, comme je vous ai dit, réécriture de Hadès et Perséphone, avec les autres dieux qui tournent autour d'eux. J'aime beaucoup finalement le style du dessin, les couleurs choisies. Chaque dieu a un peu ses couleurs, ou selon ses émotions, ça peut changer. J'ai vraiment envie de continuer cette saga, mais c'est vrai que le prix n'est pas donné en neuf. Donc c'est pour ça que je veux l'acheter en occasion. Parce que je le vois toutes les semaines à mon Intermarché, mais c'est un petit peu trop cher pour moi, clairement. Donc ce sera l'achat de mars ou d'avril. Ensuite, en 5, on a Femme Badass. Et là, je ne vais pas chercher bien longtemps, il faudrait que je me mette à jour. Avant la sortie du tome 5 en anglais, j'ai choisi de mettre le tome 2 de Flesh on Fire de Jennifer Eyler-Montrout, A Light in the Flame, qui est le spin-off de From Blonde on Dash, qui est en français Le sang et la cendre. C'est le tome 2, il est sorti je crois en novembre ou quelque chose comme ça, mais financièrement je ne pouvais vraiment pas me le permettre. Et là, Jennifer a annoncé pour le mois de juillet, je crois, le tome 5 de la saga de Le sang et la cendre en VO. Et en toute logique, il faut avoir lu ce tome 2 avant de se lancer dans le tome 5, puisque la saga, les deux sagas sont connectées. Là, dans le tome 1 de Flesh on Fire, qui est A Shadow in the Amber, si je me rappelle bien, on suit en fait, on est des milliers d'années avant Poppy et Hawke. On suit les royaumes quand ils ne portaient même pas encore le nom des royaumes qu'ils portent actuellement dans la saga du sang et la cendre. Et on suit en fait Sera, qui est une jeune humaine, qui est élevée un peu comme Poppy, mise à l'écart, parce qu'elle va être offerte quand elle sera jeune femme, elle doit être offerte à Nyktos, le dieu de la mort, qui vit dans son royaume que vous allez commencer à beaucoup entendre parler dans le tome 3 et même aller dans ce royaume dans le tome 3 et un petit peu dans le tome 4 du sang et la cendre. Donc Nyktos, c'est le dieu de la mort et elle doit lui être offerte en tant que future épouse. Seulement en douce, sa famille, qui est la famille royale, l'a conditionnée à devenir une meurtrière, une séductrice et une meurtrière pour séduire Nyktos. Parce que c'est un dieu qui est pratiquement immortel, mais que si il tombe vraiment amoureux d'elle, qu'elle arrive vraiment à le séduire, il baissera suffisamment sa garde et ses pouvoirs et elle pourra alors le tuer. Parce que le royaume est persuadé, ils ont une espèce de maladie, une malédiction sur le royaume et ils sont persuadés, je ne sais plus pourquoi exactement, mais que s'ils tuent Nyktos, cette malédiction s'arrêtera, cette maladie, et que du coup le royaume prospérera. Donc Sera, elle est éduquée à ça, sauf que arrive le jour où Nyktos doit venir la chercher, la choisir, etc. Et au final, il ne choisit personne, et surtout pas elle. Il s'en va aller ma vie, il n'a pas envie de ça. Il le dit, j'ai pas envie d'une épouse. Ben mince alors, hein, c'était ce que sa famille royale avait prévu. Du coup, Sera, les années qui viennent après, elle est en quelque sorte, vu sa formation, elle n'est pas une princesse, elle n'est pas considérée comme telle, partiellement. Elle est considérée comme une assassin à la solde de la famille royale. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vous embête dans la famille royale, on envoie une Sera. Jusqu'au jour où Sera va se retrouver à nouveau, c'est plus tard, hein, des années plus tard, hein, les jeunes femmes, là, vraiment bien jeunes femmes, elle va se retrouver à nouveau face à Nyktos. Alors je ne sais plus s'il se cache en fait, s'il cache qui il est, s'il a modifié son apparence ou pas, ou alors elle ne se rappelle plus de lui, peut-être, c'est possible. Mais le fait est qu'elle se retrouve face à Nyktos, il se cache, de toute façon il cache qui il est, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, il donne un autre nom. En fait, il se fait passer pour quelqu'un du royaume, parce qu'il faut savoir que le royaume des dieux, que vous allez commencer à découvrir dans Le sang et la cendre tome 3, ils sont endormis. À l'époque de Poppy, Castel, tous les dieux dorment. Mais dans cette saga qui se déroule des siècles avant, tous les dieux sont réveillés, les créatures autour d'eux, y compris différents types de créatures, je ne veux pas dire lesquelles, vous allez les rencontrer dans le tome 3. Tout le monde est réveillé et il y a différents, il y a différents dieux, donc il y a différents royaumes de dieux. Il y a le dieu de la vie, le dieu de la mort, il y a le dieu de la, je sais pas moi, le dieu de l'amour, le dieu de la guerre. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont chacun leur domaine, leurs sbires, leurs fidèles, etc., etc. Donc il se fait passer pour quelqu'un du royaume, mais il ne dit pas qu'il est Nyktos. Sera et lui vont se rapprocher. C'est du Jennifer Eyler-Montrout, c'est comme Le sang et la cendre, ça devient très vite chaud entre Sera et Nyktos.
Et je ne sais plus exactement pourquoi, il finit par embarquer Serah dans son royaume. Mais bien sûr, il n'est pas au courant, vous vous doutez, de la mission première qu'elle avait. Et Serah va gentiment apprendre à connaître Nyktos, mais quand on apprend à connaître quelqu'un, est-ce que le jeu ne se retourne pas contre soi-même? Je vous en dirai pas plus. Mais c'est très important de lire le premier tome, A Shadow in the Amber, entre le tome 3 et 4 du sang et la cendre. Ensuite, donc le tome 4 du sang et la cendre, ça moi je l'ai déjà lu. Et ensuite ce tome 2, A Light in the Flame. Et ensuite de retourner donc sur le tome 5 du sang et la cendre qui paraîtra en VO en juillet. C'est vraiment important. Si vous ne lisez pas la saga spin-off, vous n'allez pas tout comprendre dans le tome 4. Et j'imagine dans le tome 5. Voilà. Parce que les deux univers sont vraiment connectés, les prophéties sont liées les unes aux autres. Donc je pense que de Saxus en français sortira le tome 1 de cette saga de spin-off aussi entre le tome 3 et le tome 4. J'espère, hein, sinon ce serait vraiment une grosse bourde de leur part. Donc A Light in the Flame. Et alors ça, je ne sais plus chez quelle maison d'édition c'est. A Light in the Flame, tome 2 de Flesh and Fire de Jennifer Larmantrouche. Je regarde du coup si je trouve les éditions. Eh ben non, je ne la trouve pas. Mais je sais qu'il me semble que c'est de l'auto-édité en fait. Il y a une maison d'édition, quand vous regardez dans le livre, il y en a une quand même. Mais je crois que c'est une maison d'édition un peu comme pour Yelena. Oui, voilà, un peu comme Yelena, c'est marqué Groupfein édition. Parce que, en fait, ça doit être un organisme qui produit les livres, un peu comme Amazon produit des livres. Il y a des structures qui produisent les livres, mais ce n'est pas des maisons d'édition à proprement parler, ça reste de l'auto-édition où vraiment l'autrice décide de sa couverture, décide de quand ça paraît, du résumé et tout. Voilà, c'est pas comme dans les ME où c'est les maisons d'édition qui décident de la couverture. Voilà. Donc il me semble que cette saga, tout comme le sang et la cendre, il me semble que c'est de l'auto-édité en fait à la base, de Jennifer Larmantrouche. En 6, auteur, personnage de couleur. J'ai pas eu besoin de chercher très loin, puisque j'ai décidé de mettre Cendrillon est morte de Kalin Byron. Excusez-moi, je regarde sur la tablette, puisque ce livre-là n'est pas sorti. Il sort justement en mars, si je vous dis pas de bêtises. Oui, voilà, le 16 mars. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore précommandé. Idéalement, j'aimerais bien le relier, mais il y a pas mal de livres en mars que je dois prendre, donc je sais pas. Je me dis, est-ce que je le lirai pas en e-book, et si ça me plaît, je le prendrai après en physique, ou est-ce que je le prends en broché au lieu du relié, mais le relié a l'air sympa aussi quand même. Et là, le livre rentrait dans les deux thématiques. Déjà, sur la couverture, on a un personnage de couleur, une jeune femme de couleur. Donc clairement, on est sur la représentation personnage de couleur. Et puis, il rentre aussi pour la catégorie d'après LGBTQI+. Puisqu'on dit dans les mots-clés Young Adulte, conte détourné, romance FF, romance, Cendrillon, contes et légendes. Donc voilà, on est sur un FF, donc ça forcément pour me plaire aussi. Le résumé qu'on a actuellement, c'est le conte de Cendrillon n'est peut-être pas celui que vous connaissez. 200 ans se sont écoulés depuis que Cendrillon a trouvé son prince. Mais le conte de fées est terminé. Les adolescentes sont désormais tenues de se présenter au bal annuel où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté et de leur parure. Si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et un terrible destin les attendent. Sophia, 16 ans, préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que de parader devant des prétendants. Lors du bal, elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve cachée dans le mausolée de Cendrillon. Là, elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une fois pour toutes. Mais elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de celle qu'elles avaient imaginée. Moi, ça me tente forcément beaucoup. Donc ça, c'est pour personnage de couleur. Cendrillon est morte de Kalin Byron chez De Saxus. En numéro 7, nous avons bien sûr LGBTQI+, comme je vous ai dit avant. Celui d'avant rentrait aussi, mais j'ai choisi d'en mettre un autre. Je vais continuer une saga que j'ai commencée en 2022, Les Contes du Destin, le tome 3 de Jacqueline Osborne. On est sur des réécritures de contes, mais avec du MM à chaque fois. Donc, relation entre hommes. On est sur un univers de piraterie. Donc, il y a des pirates, il y a des sirènes, il y a tout ce que vous voulez. D'ailleurs, dans les mots-clés, on a Triton, sirène, romance MM, fantasy, homosexualité.
peut-être pas vraiment... Oui, s'ils veulent sauver leur royaume de la menace des humains, Troy et Malik devront unir leurs forces et tenter de résister à leur attirance. C'est un tome 3, c'est difficile de vous en dire plus. En fait, dans chacun de ces contes du destin, on suit une romance MM. Dans le premier tome, on suit un pirate, le capitaine d'un navire pirate, et pas n'importe lequel, vraiment un pirate dans sa splendeur, qui fait plein de choses, etc., avec un jeune humain qui est un peu rêveur, un peu barbe sur les bords, si vous voulez. On va suivre leur romance, le capitaine a une malédiction, bien sûr. Et à la fin du tome, je ne vous dis pas si ça se conclut bien ou pas pour eux, mais voilà, il y a une conclusion pour ces deux personnages. Et dans le tome 2, on va suivre deux personnages qu'on a rencontrés dans le premier tome. Un jeune pirate qui était l'ami du barde du premier, qui n'était pas très méchant comme pirate, qui cache certains secrets, il n'est pas seulement un pirate, et un triton qui n'arrêtait pas de le suivre dans le premier tome. Un événement du premier tome a fait que notre petit pirate est tombé à l'eau et a été sauvé par le triton. Dans le deuxième livre, on les suit donc, ce triton et cet humain qui n'est pas tout à fait humain. Eux aussi ont une romance. Le triton, c'est le fils du roi de la mer, hein. Je crois que c'est Poséidon, le roi de la mer, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est Poséidon, le roi des tritons. Et on découvre les personnages de ce tome 3 dans le tome 2, qui est Malik, si je me rappelle bien, Malik c'est le chef de la garde, ou c'est Troy. Enfin bref, un des deux est un garde haut placé qui est dans la garde personnelle du prince qu'on rencontre dans le premier tome, mais vraiment mieux dans le 2. Et le deuxième personnage est le meilleur ami du prince Triton. Voilà. Après, je sais qu'il y a encore un tome 4, mais je ne sais pas sur qui il va être. Certainement sur le roi des humains, parce qu'il y a un roi des humains aussi. Voilà, donc romance MM, piraterie, sirène. Si vous aimez ça, je pense que vous pouvez vous lancer. Et ça, c'est chez Bookmark. Donc le tome 3 des Contes du Destin de Jacqueline Osborne. En 8, nous avons Belle Couverture. Et alors, cette fois, j'ai mis encore un livre qui n'est pas sorti, mais qui est précommandé chez De Saxus, puisque j'ai mis Kingdom of the Wicked, qui est en français Le Royaume des damnés, de Kerry Maniscalco, le tome 1. Alors là, on est sur de la fantasy, sorcellerie, Italie, young adulte, démon, romance paranormale. Je ne vais pas relire le résumé, mais parce que j'en ai beaucoup entendu parler en VO. On suit deux sœurs jumelles, je crois que ça se passe en Italie, ou un royaume inspiré d'Italie, deux sœurs jumelles, et un jour, l'une des deux va être tuée. Et ces deux jeunes femmes sont sorcières, et on leur a toujours dit de ne pas invoquer de démons, etc., parce que c'est le mal, parce que, voilà, faire un pacte avec un démon, ça va amener des choses pas bonnes. Sauf que la jumelle qui perd sa sœur est dévastée, et elle va faire appel à un démon. Si je me rappelle bien, il s'appelle Wrath en anglais. Et apparemment, ils l'ont traduit de Saxus, hein, parce que dans le résumé, c'est marqué colère. Quelle idée d'appeler un personnage colère. Wrath, ça passe mieux quand même. Ah oui, ça veut certainement dire colère en anglais, mais je ne sais pas en français d'avoir traduit colère. Mais est-ce que vous allez vous appeler colère, joie? Vous allez me dire, oui, c'est le cas dans Inside Out de Disney. Hein. C'est traduit, mais bon, bref, ça me paraît, enfin... Bref, donc elle va faire appel au démon colère. Et j'imagine qu'elle va passer un pacte avec lui. C'est un des princes de l'enfer. Oui, voilà, un des princes de l'enfer. Et j'imagine qu'il va y avoir une romance entre eux. Et qu'on va chercher à découvrir qui a tué la sœur jumelle et à se venger. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Moi, ça me plaît. La seule chose, c'est que vous avez la couverture là ou là. Et la seule chose, c'est qu'il y a un horrible serpent. Alors, si j'ai supporté le serpent du Prince Cruel tome 3, celui-là, je ne le supporte pas. Ça me fait caca, mais je vais être obligée de coller un petit bout de scotch avec un petit papier pour cacher cette horrible chose. Est-ce que les auteurs, les autrices, les maisons d'édition, pensez aux gens qui ont vraiment la phobie des serpents? Parce que c'est-à-dire que j'en cauchemarde des fois la nuit, je vois des serpents sur les murs, tout comme les miganes. Hein. Je me réveille et j'ai toujours l'impression d'avoir des serpents sur les murs. Donc vous me fichez un serpent immensément hideux, avec les crocs bien ouverts sur la couverture. C'est pas magnifique. Alors, peut-être qu'il y en a dans le récit, mais si j'ai pas l'image, moi ça va
Mais c'est vraiment une phobie. C'est-à-dire que moi, dès que je vois un livre avec un serpent ou sur Instagram, quand je ouvre tout d'un coup Instagram, parce qu'ils m'en montrent des fois, allez savoir pourquoi, je ne clique pas là-dessus, mais ils m'en montrent. Mon premier réflexe, c'est de lancer le téléphone en faisant « Les enfants rigolent beaucoup au travail quand je fais ça. Sauf que ça me fait un peu caca d'avoir un livre où on a vraiment un serpent avec sa bouche grande ouverte. Je ne vais pas arriver à le tenir, le livre, donc il va falloir que je mette un cache devant. Voilà. Ou d'enlever la couverture, tout simplement. Après, l'ombre sur le... Parce qu'ils nous ont dévoilé, là, le relier. L'ombre, je m'en fiche. Mais c'est la photo du serpent qui ne passe pas. Enfin, bref. En 9e catégorie, nous avons un livre en anglais. On traduit de l'anglais. Eh bien, j'ai choisi de mettre un livre en anglais, qui est aussi une ELC que je vais faire avec mon amie Amélie. Cruelles illusions de Maggie Fuston, qui est le livre du mois de décembre de Fairyloot. Il est magnifique. Franchement, il est vraiment trop beau ce livre. Et alors, je vous ai mis quand même les mots-clés, même si je vais essayer de lire le résumé. Les mots-clés, nous avons romance, fantasy, magie, vampire et young adulte. Et tout en bas, on a une petite phrase d'accroche. Caraval rencontre Buffy, Buffy contre les vampires, dans cette délicieuse fantasy, dark fantasy adulte, de l'auteur de Vampire Hearts and Other Dead Things. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au début? Depuis qu'un vampire a tué sa mère, Ava est déterminée à se venger. Mais 10 ans plus tard, elle a survécu en maison d'accueil, de maison d'accueil en maison d'accueil, sans avoir un seul signe d'un vampire. Elle commence à perdre espoir. C'est jusqu'au moment où elle va être prise dans une étrange magie qui va lui montrer des illusions impossibles. Ah, c'est un magicien. Le magicien n'est peut-être pas un suceur de sang qu'elle chasse, mais Ava est persuadée qu'il y a quelque chose de supernatural autour de ça. Bon, après, il y a plein d'autres choses, mais je ne vais pas tout vous lire. Voilà, moi c'est marqué romance, hein, c'est marqué vampire fantasy, donc ça rentre pour le challenge de Nina, puisqu'il est en anglais. Et ça, c'est dans quelle maison d'édition? En général, c'est toujours la même, j'arrive jamais à la prononcer. Hodder en Stockton, la maison d'édition qui fait les livres Fairyloot. Il est magnifique, je ne sais pas si vous verrez bien parce que... Mais voilà. Puis là, la phrase d'accroche, une compétition mortelle, un secret, une société secrète, une société magique secrète et une chance pour se venger. Donc moi, ça me plaît et j'ai vraiment hâte de le commencer. Et en dernière catégorie, nous avons le favori d'un booktuber. J'avais pas mal de choix, mais j'ai mis quelque chose qui est très à la mode et qui fait partie des favoris de Nina. J'ai mis la saga d'Oren, le tome 1, Guilde de Raven Kennedy, paru chez Hugo dans la section Romantasy, leur nouvelle section. Là, je ne l'ai pas non plus, pourtant il est sorti. Hein. Mais je l'achèterai en avril. Voilà. Je savais qu'ils allaient sortir un tome tous les 2 mois, donc je me suis dit, on va prendre le temps, on ne l'achète pas tout de suite, ça viendra. Là, dans les mots-clés, on a violence, dark romance, réécriture, violence sexuelle, sexe, romantasy. On est sur une réécriture de ce que Nina en dit, puisqu'elle en parle beaucoup. On est sur une réécriture en fait du roi Midas. C'est le roi Midas, cette légende de ce roi qui, quand il touche quelque chose, ça se transforme en or. Et en l'occurrence, Oren, elle a été transformée par le roi en or. On va expliquer comment elle vit toujours alors qu'elle a été transformée en or, mais elle vit toujours. De ce que j'ai compris, au début de cette saga, elle est enfermée dans une cage par le roi lui-même, mais il l'a protégée quand elle était plus petite. Moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi Midas un amour sans limite. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit souci, bien sûr, ça arrive souvent. Et de ce que j'ai compris, elle va prendre conscience que le roi Midas n'est pas si parfait que ça. Voilà, moi j'ai pas besoin d'en savoir plus. Marqué qu'il y a du sexe. Alors, Nina prévient bien, et Fleur de Sureau aussi, sur Instagram, a vraiment bien prévenu que dès le premier chapitre, dès la première phrase, on est dans une orgie sexuelle. Voilà. C'est vraiment, et ça c'est vraiment plutôt Fleur de Sureau qui mettait en avant,
parce qu'elle a vu dans des magasins et que sa communauté est venue lui dire que dans les magasins, Hugo a juste précisé que c'était de la romantaisie, une nouvelle catégorie de chez eux, mais ils n'ont pas précisé dans les magasins qu'il fallait mettre ça en romance adulte, enfin fantaisie adulte. Et apparemment, beaucoup de magasins, ils mettent à côté, par exemple, de Kéléana. Voilà, ils mettent vraiment ça, des sagas que des ados peuvent lire, ou même des enfants, parce que maintenant, les enfants sont tellement matures que voilà, mais à 10-12 ans, mais c'est clairement pas, c'est de l'adulte. Et voilà, les magasins ne sont pas assez bien renseignés parce qu'Hugo n'a pas fait la précision. Et ça perturbe certaines personnes parce qu'en effet, dès qu'ils ouvrent le livre, enfin, voilà, ça débute, première phrase, il y a une orgie. Voilà. Mais quand vous regardez les mots-clés, c'est marqué violence sexuelle, sexe, voilà, donc dark romance, donc forcément. Mais ça, c'est marqué sur des sites tels que Booknode. C'est sûr que dans les magasins, s'ils n'ont pas fait attention, s'ils n'ont pas... Voilà, mais c'est ce que disait Fleur de Sureau, il leur suffit d'ouvrir la première page. Alors, je ne sais pas si elle l'a fait elle-même ou si des personnes l'ont fait, mais c'est clair, elle a dit, il leur suffit d'ouvrir la première page. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin, première page, première ou deuxième ligne. Ah oui, non, c'est pas bien classé. Parce que oui, on imagine, hein, une grand-maman qui vient, je recherche un truc pour mon adolescente de petite fille. Et ben, ah, ça c'est un adolescent, et ben je lui prends, et puis ben oui, bonjour, dark romance, sexe et compagnie. Mais voilà, moi ça me fait très envie, je sais que ça va pas me déranger. Fleur de Sureau n'arrête pas de dire que ce tome 1, c'est vraiment de la mise en place pour le 2 et le 3 et qu'il y a des choses incroyables dans les prochains tomes et qu'il ne faut vraiment pas s'arrêter au premier. Donc moi, je lui fais confiance, elle en parle avec tellement d'entrain. Nina aussi. Au début, le premier, elle était un peu sceptique. Elle était... Et après, elle a lu le 2, le 3 et elle adore aussi maintenant. Donc je lui fais confiance aussi. Et voilà, ma pile à lire pour ce Romanticide Challenge 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous font envie, si vous les avez déjà lus, ou à me poster votre vidéo si vous avez fait une palle, ou même votre palle. Et si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, bah vous me laissez juste un petit emoji, celui que vous voulez, un petit loup, des livres, comme vous voulez. Hein. Il y en a plein vis-à-vis de la fantaisie. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!